Donc, voilà, je vais quand même marquer le coup en introduisant cette Assemblée Générale. C'est la 8e Assemblée Générale de notre mouvement, qui a donc été créée en l'an 2015 sous la bannière que vous avez vue à l'entrée peut-être d'une terre à vivre pour nos petits-enfants. C'est chaque fois pour moi une émotion, vous le savez, de penser que nous sommes là pour eux. Et donc, depuis 8 ans, ils ont grandi, mais nous sommes toujours là. Et de plus en plus nombreux, c'est ça qui nous fait grand plaisir. Notre mouvement est fondé sur le lien affectif puissant et stimulant que nous avons avec ces jeunes générations, sur notre bienveillance à leur égard, sur la responsabilité que nous avons envers eux. Nous ressentions, Monsieur Coleman, je vais prendre vos mots, nous ressentions déjà en 2015 une brûlante inquiétude et nous voulions la transformer en engagement et en action. Je suis sûre que si certains d'entre vous étaient là, pas mal d'ailleurs, il y a encore 2 chaises devant. Je suis sûre que si on pense à cette année 2015, à notre première grande conférence à Louvain-la-Neuve, qui portait sur l'éveil des consciences, et si nous pensons à l'espoir suscité par l'accord de Paris sur le climat et au chemin parcouru en termes de prise de conscience, le progrès est énorme. Mais malheureusement, il est largement insuffisant en termes d'action. Le fossé entre ce qu'il faut faire et ce qu'on fait est aussi énorme. Nos institutions ont reconnu le péril, mais tardent à en reconnaître les causes profondes et à oser les transformations nécessaires. Qu'il s'agisse des démocraties ou des systèmes autoritaires, il faut avoir la modestie de reconnaître que nous avons tous été façonnés par ce modèle consumériste et que l'appétit des puissances, sans égard pour le vivant, continue à ravager la planète. Aujourd'hui donc, il devient évident qu'il faut se préparer à résister au choc que le dérèglement climatique induira dans tous les domaines de notre vie et à faire le maximum pour les atténuer. Une autre façon de dire, plus positive, est qu'il nous faut inventer une nouvelle façon d'habiter le monde. Parce qu'au cœur de toute cette tempête, nous, grands-parents, nous devons rester non seulement éveillés, mais encourageants, bienveillants, créatifs, à l'écoute des bouillonnements des jeunes générations, actifs à notre échelle dans la transformation du monde. Et heureusement, il y a plein d'autres gens, d'autres initiatives que la nôtre qui vivent ce bouillonnement vers la transition. Heureusement, de plus en plus de scientifiques, d'artistes, de groupes et collectifs de tout genre construisent avec nous des pistes d'avenir. C'est pourquoi aussi nous avons invité aujourd'hui un invité de marque. Cher Monsieur Coleman, au nom de notre conseil d'administration, nous vous remercions chaleureusement d'être là et d'oser nous raconter et vous raconter dans le changement de position idéologique que vous avez effectué et annoncé de vive voix. Après des études à l'ULB et aux États-Unis, vous êtes connu pour les fonctions que vous avez occupées, et je ne peux les citer toutes, mais professeur d'économie à Louvain, président de la Bourse de Bruxelles, chef de cabinet du ministre Reynders, dirigeant d'institutions bancaires et aujourd'hui membre de l'Académie royale. Vous avez vécu au cœur du système économique et financier et participé à son évolution. Et aujourd'hui, vous vous dites en rupture avec les idées que vous avez défendues, influencées par votre contexte familial et académique américain. Je vous cite dans votre préface. C'est très courageux. C'est très courageux. Vous reprenez dans votre dernier livre, donc Une brûlante inquiétude, vous reprenez le titre d'une encyclique papale datant de 1937. Cela nous fait frissonner. Vous considérez que nous sommes à l'aube d'un grand basculement et vous osez le regarder dans les yeux. Heureusement, vous proposez aussi des pistes de résistance au chaos. Entre autres, vous défendez un État stratège et nous allons vous écouter à ce sujet. Pour ne pas faire attendre l'Assemblée, je terminerai en dévoilant quelque chose de moins connu. J'ai appris de bonnes sources que vous avez aussi publié des livres de poèmes. Et l'un d'eux, qui s'appelle « La mélancolie d'une charbonne ».
venez de venir, c'était le premier, donc je ne savais pas qu'il y en avait d'autres. La mélancolie d'une charmille. Vos poèmes parlent de nature, d'enfance, de mélancolie. Et je me permets de citer un extrait de votre premier texte qui s'appelle « Le vertige de la liberté ». Parfois, dans de fragiles moments de lucidité et des régions indéterminées de l'âme qui se dérobent, on appréhende de secrets désordres et des désespoirs mystérieux. Et on a peur, non pas de ce qui sera, mais de ce qui n'a pas été osé. Je pense que cette dernière phrase nous parle beaucoup. Voilà, nous avons peur de ce qui sera, peut-être, mais nous avons essayé d'oser et nous voulons poursuivre dans cette audace. À vous, la parole. Chère madame, merci beaucoup pour ces mots qui m'ont ému et merci de cette réunion à laquelle vous me conviez. Je parle sous la surveillance de personnes importantes comme Bernard Soie, votre frère, dont la bienveillance d'ailleurs m'accompagne depuis des années. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je voudrais parler d'abord d'une chose qui est en fait ce revirement de conscience qui m'a allumé depuis en fait une quinzaine d'années. Il se fait que j'ai grandi à Brédalieu, donc pas très loin de Montpellier-sur-Isaac, et je suis vraiment un enfant de l'État-providence. J'ai pu bénéficier du fait d'être boursier à l'université, d'avoir toute une série d'aides, et sans ça, je n'aurais pas pu étudier. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je donne cours à l'université depuis bien longtemps, gratuitement toujours, parce que je considère que je dois rendre plus que je n'ai reçu de la part de l'État. Mais ma génération a été emportée par le néolibéralisme. Je me souviens très bien du jour où Reagan a été nommé président. Je me souviens aussi, j'allais avoir 20 ans, du jour où Mitterrand a été nommé président. Et donc, on s'est rendu compte à l'époque qu'on rentrait dans des mondes différents. Et que ce qui était américain faisait peur, mais en même temps était rayonnant par son innovation, par sa modernité. Et j'ai d'ailleurs étudié aux États-Unis un peu plus tard. Donc ma génération, finalement, c'est fort enrichi, c'est surfer sur cette financiarisation de l'économie, qui est devenue plus tard la digitalisation de l'économie. Et après 40 ans, parce que j'avais 62 ans maintenant, eh bien, elle se rend compte, je ne suis pas le seul à faire ce constat, qu'on s'est trompé. On a été leurré par des étincelles, par des étoiles, par de la poussière d'or, d'un modèle qui finalement est exténuant, apporte beaucoup de choses de bon, mais beaucoup de choses aussi très mauvais. Et donc, cette prise de conscience, elle m'a animé, déjà il y a bien longtemps, quand en 2008, il y a eu la crise financière, je dirigeais la bourse, mais j'étais aussi membre du comité de direction de la bourse de New York. Et donc, j'allais quasiment tous les 10 jours à New York. Et je me souviens qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelait les types qui disaient « Occupy Wall Street ». Donc, occuper Wall Street, on a oublié ces types. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien Manhattan, il y a en fait l'île de Manhattan qui se termine dans le sud par un endroit qui s'appelle Battery Park. Wall Street n'est pas loin. Il y a une très vieille église qui s'appelle Trinity Church sur Broadway. Et en fait, ces types étaient accouchés dans des couvertures, dans des tentes, devant cette église, donc pour les enjamber. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne conteste pas le capitalisme, parce que c'est un système qui est consubstantiel au pays. Et donc ces types étaient en contestation. Il y a eu Podemos en Espagne, différents mouvements. Et j'ai eu une interpellation, mais qui ne m'a pas du tout conduit à être bienveillant socialement, mais plutôt à réfléchir à la différence de modèle. Et j'ai commencé à publier plusieurs livres, qui étaient en fait la poursuite de mon doctorat, portant sur les différences entre l'économie catholique et protestante. J'ai eu cette étrange intuition que peut-être j'entretiens de manière artificielle, que nous étions en train de rentrer dans un monde qui était plus protestant que catholique. Et que nous avions assisté en moment à une inversion du rapport du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de partager ce qui était accompli, on consommait ce qui allait être prélevé dans le futur. Ce qui est en fait une vague empreinte de la logique calviniste de la prédestination. Donc j'ai eu cette intuition bizarre qui avait une empreinte religieuse qui se juxtaposait sur des évolutions économiques. Et aujourd'hui, je vais vous en parler de manière plus structurée, parce que j'ai fait quelques livres sur le sujet et qui étaient un peu disparates par rapport à l'unicité de pensée. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des courants économiques, des courants de la pensée économique.
Et je vais tenter de raccrocher ces courants de pensée à des événements pour vous rendre compte que finalement, en 2 siècles, la pensée économique a fortement évolué dans le sens d'une frénésie qui correspond à ce qu'on appelle ce fameux néolibéralisme. Alors, l'histoire de la pensée économique n'a pas commencé du tout avec la révolution industrielle. Elle a commencé avec Aristote, avec Thomas d'Aquin, avec des gens extrêmement importants. Et je vais néanmoins situer le début de l'histoire au moment du début de la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène majeur et qu'on est passé progressivement d'une économie qui était cyclique, saisonnière, à des systèmes de production linéaires. Et le sens du temps a commencé à se modifier, puisque d'un temps cyclique, on est passé à un temps linéaire. Tout a été modifié, le capital, les modes de production. Et au début de cette révolution industrielle, il y a quelques économistes qui appartiennent à ce qu'on appelle l'école classique. Alors c'est qui ces gens-là? C'est Adam Smith, le penseur du libéralisme. C'est un certain Ricardo, un anglais, un français Jean-Baptiste C. C'est Malthus. C'est des gens finalement qui se disent, qui appréhendent l'économie, qui sont curieux, qui ne commettent pas de théorie complète, mais sont interpellés par le fait que les rapports de production changent. Et, de manière assez grossière, ces gens disent, finalement, il faut absolument stimuler la production de biens, essentiellement, un peu moins de services, parce que la production de biens va entraîner sa propre demande par le revenu qu'elle contribue à générer. Donc en fait, si on stimule la production, il y aura une demande. Et donc, plus on stimule la production, moins il y aura de chômage. Le chômage ne devrait pas exister. Et l'État doit rester en dehors de l'économie. L'État doit au mieux aider la production. Ça conduit à ce qu'on appelle en économie la théorie de l'offre, qui conduit à augmenter la production en libéralisant les rapports d'employés et de salariat pour que les entreprises soient libérées finalement d'un joug étatique ou de contraintes diverses et variées. Et ces économistes postulent que s'il y a bien une donnée qui est en quantité infinie, c'est la nature. Ils le disent, ils l'écrivent, et on peut les comprendre, parce que c'était il y a 2 siècles, on n'avait pas imaginé à un moment que la population allait dépasser le stade qui conduisait à des problèmes de surconsommation de la nature. Ce sont des gens aussi qui, en termes monétaires, c'est très important de garder ça à l'esprit, postulent ce qu'on appelle la neutralité monétaire. C'est-à-dire qu'ils disent que finalement, la monnaie est un appendice des rapports de production. Et vous avez cet économiste français, Jean-Baptiste C., qui énonce ce qu'on appelle la loi des débouchés, mais qui dit, en fait, la monnaie n'est qu'un voile. La monnaie n'est qu'un voile, quand on soulève le voile, on voit des échanges de production, des achats et des ventes, et donc la monnaie ne sert pas à grand-chose, et la thésaurisation encore moins. Alors, il faut parler de cette école, parce qu'on va la retrouver quasiment 2 siècles plus tard dans le néolibéralisme. On appelle ça les néolibéraux, mais on aurait pu appeler ça les néoclassiques aussi. J'y reviendrai, l'histoire ne fait que commencer. Et puis, le 19e siècle commence, la révolution industrielle se déploie, avec Heure et Malheur, et en économie, il y a un ovni qui apparaît, c'est Karl Marx. Alors, Karl Marx est, à mon avis, le seul penseur complet de l'économie, parce qu'au lieu d'émettre des intuitions ou de commettre des juxtapositions, en fait, c'est l'homme qui prend une immense table à dessin, et avec un rotring, ou avec la l'encre de Chine, il commence à décomposer les flux de l'économie. Donc c'est passionnant. Si on veut bien comprendre la formation du capital, il faut lire Marx, absolument, parce que si tant est qu'à la fin il ait pu imaginer des débouchés au capitalisme, son explication est tout à fait limpide. En fait, Marx comprend que la révolution industrielle s'accompagne d'une mutation sociologique phénoménale, et que la lutte des classes qui avait toujours existé prend d'autres dimensions. Et surtout, il constate que, en fait, l'humain n'est plus nourri de ce qu'il a produit dans une économie agricole, mais que l'humain est payé en monnaie, c'est-à-dire qu'on lui donne un bien intermédiaire, la monnaie, pour pouvoir se vêtir, se nourrir, se loger. Et que donc, on en arrive à un système où la lutte des classes consiste à ce que le travailleur n'est pas rémunéré pour la totalité de la valeur de son travail, mais uniquement pour une fraction. Et que donc le capitaliste peut extraire du travail du salarié ce qu'on appelle une plus-value, et la somme de plus-value va faire un capital. Alors c'est très intéressant comme notion, parce que ça veut dire qu'il arrive à juxtaposer une vision, on va dire, transcendante de l'humanité sur de nouveaux rapports monétaires, et de nouvelles expressions monétaires.
Et ça conduira à différents mouvements politiques du marxisme-léninisme au maoïsme. Et donc c'est un peu un ovni en fait, Marx. On le considère comme un économiste classique. Moi je pense que c'est un type qui était entre tout et partout. Et puis on arrive au XXe siècle avec des guerres mondiales, avec différents chocs. Et les années 20 sont une période de tournant, parce que tous les déséquilibres qui avaient été entraînés par la Première Guerre mondiale vont bientôt conduire à la Seconde. Il y a des chocs boursiers, Wall Street en 29. Et puis il y a une troisième catégorie d'économistes qui apparaît, c'est Keynes. L'économiste anglais Keynes. Alors c'est bizarre parce que Keynes est quasiment né 100 jours après la mort de Marx, en 1883, il mourra en 1946. Et là, c'est un homme qui a une vision complètement inverse de celle des économistes classiques. Complètement inverse. Il dit, en fait, non, l'économie ne suscite pas son plein emploi, naturellement. La preuve en est qu'on a eu de grands chocs économiques négatifs. Dans les années 30, il y a eu ce qu'on appelle des récessions transformées en dépression, la Grande Dépression. Et il dit, ça ne sert à rien, comme disaient les économistes classiques, de favoriser la production s'il n'y a pas de demande. Donc ce qu'il faut, c'est favoriser la demande, pour que la production ait de quoi produire à des personnes qui ont de quoi demander. Et il a introduit une nouvelle notion, qui est celle que l'État doit, de manière ponctuelle, intervenir pour soutenir l'économie. Soutenir l'économie sous forme de politique fiscale, qui conduit à des déficits budgétaires, sous forme d'aide, sous forme d'endettement public, et sous forme aussi de politiques monétaires qui sont mises en œuvre pour aider la population. Et donc cette évolution économique est tout à fait étonnante parce qu'elle permet de donner un début de réponse, néanmoins inabouti, à la grande dépression des années 30. Puisque Keynes dit en fait que l'État doit rentrer dans une politique de grands travaux qui vont aider l'économie. Et en fait la pensée keynésienne a traversé les années 30 jusqu'aux années 70. Et c'est très important de le garder à l'esprit, parce que quand on voit le XXe siècle, on voit toujours un siècle qui est coupé par deux guerres, et on peut voir un siècle de différentes manières, par des courants musicaux, artistiques, que sais-je, et en termes de pensée économique, on a un courant qui commence dans les années 30, qui traverse la guerre jusque dans les années 70, et qui en fait épouse, se love parfaitement bien dans le rattrapage économique d'après-guerre, qui a consisté à devoir reconstruire l'Europe, à devoir redéployer l'économie mondiale, avec un consensus social bien établi, fondé sur l'émergence d'une classe moyenne, qui conduisait à ce que les revenus du capital et du travail allaient conjointement participer à la prospérité collective. Et donc ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes nés. Moi, je suis né en 61, certains voient un peu après, d'autres voient un peu avant, et donc ça, c'est le contexte après-guerre. C'était le contexte, en fait, d'une tempérance sociale, qui d'ailleurs était le constat établi après deux guerres, parce qu'après une guerre mondiale, je crois, qu'on soit gros ou petit, officier ou soldat, eh ben on en souffre. Et donc ce contexte keynésien était un contexte extrêmement apaisant. Il était d'ailleurs agrémenté d'accords monétaires, ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods en signant en 1944, qui ont permis de stabiliser les cours de change. Et donc ce contexte d'harmonie sociale, patiemment construite, a permis à l'Occident de dépasser certains obstacles, comme la décolonisation, par exemple, française, belge et autres. Donc ça a conduit à la prospérité, et il y avait donc le sens du bien commun, le sens de l'intérêt général. C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des oppressions salariales, c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des gens dans des situations épouvantables et d'autres profiteurs, mais il y avait quand même un sentiment que des valeurs supérieures, des valeurs morales, pouvaient guider la gestion de la situation. Et donc c'était l'époque de la Belgique, on va dire, bienveillante. Alors tout ça semble loin de l'écologie, vous allez voir, c'est pas tellement. Et puis arrivent les années 70. Et ça, c'est vraiment la décennie maudite. Décennie maudite parce que, d'abord, il se passe beaucoup de choses au niveau économique. Il y a ces fameux accords monétaires après-guerre sont démantelés par les Américains. Ça conduit à un chaos monétaire indescriptible. Inflation, récession, dévaluation, inflation, chômage de masse, comme dans les années 30, et mutation d'un modèle qui passe d'un modèle industriel progressivement à un modèle des services. Mais on commence à un peu parler d'écologie. Alors qui en parle d'écologie? Et j'ai relu d'ailleurs à l'été passé ces documents. Il y a, finalement, dans notre monde occidental, il y a beaucoup de personnes, il y a deux événements majeurs. Il y a d'abord ce fameux Club de Rome, créé en 68,
qui, en 72, conduit au rapport Meadows, dont on a célébré les 50 ans récemment. Alors c'est interpellant parce que tout le monde dit oui, mais en fait c'est le néolibéralisme qui a créé les problèmes écologiques. Non, pas du tout. Le Code de Rome a été fondé en 68. Pourquoi? Parce que ces fameuses années d'après-guerre, qu'on a appelées les 30 glorieuses en Europe, qu'on a appelées aux États-Unis les Golden Sixties, ont été les années du début des déséquilibres écologiques. Il y a eu de nombreuses voix, que ce soit à Marseille et ailleurs, qui se sont élevées contre les problèmes de pollution. Et c'est parce que des personnes ont été conscientisées dans les années 60, au cours desquelles tout allait bien, qu'il y allait avoir des problèmes écologiques, que le Club de Rome a été créé. Donc, c'est la logique consumériste et productiviste des années 60, qui, bien qu'il ait apporté beaucoup d'harmonie sociale, a conduit à débarrage, on va dire, de problèmes. Et d'ailleurs, quand on voit le Club de Rome, le rapport du Club de Rome 72, le rapport Meadows, il faut vraiment le lire, c'est interpellant. En fait, il se base sur des tendances décelées, non pas dans les années 70, mais dans les années 60. Donc c'est là que ça a commencé. Mais malheureusement, on n'a pas écouté les Meadows. D'abord, ça embêtait tout le monde. Et puis surtout parce que les Meadows plaidaient indirectement, sans que ce soit explicite, pas pour une décroissance, mais pour un tassement de la croissance, voire de la population. C'est un peu ambigu. C'est pas très clair dans les rapports. Et dans les années 70, on manquait de croissance, puisque c'était la décennie de l'Occident triomphant, mais en même temps, c'est un Occident qui avait été frappé par un chômage terrible. Donc, dire dans les années 70, il faut produire moins, était contradictoire avec le message politique qui disait non, il faut produire plus pour éliminer le chômage. Donc, c'était dissonant par rapport au contexte économique. C'est un rapport qui est sorti trop tard ou trop tôt, mais qui n'était pas dans la bonne décennie, en tout cas la bonne capacité d'écoute politique. Ça, c'est absolument incontestable. Et puis, il y a un autre type, j'en parle de ce gars parce que c'était important, il a joué un rôle important, c'est René Dumont. Et il se fait que j'en parle parce que quand j'étais au collège à Pringalu en 76, j'avais un professeur d'humanité à qui je téléphonais récemment, il est très âgé maintenant pour le remercier, qui nous avait forcé à lire, comme lecture imposée, L'Utopie ou la mort de René Dumont. Alors, à l'époque, il fallait lire Cesbron, très embêtant, il y avait Champigny du Centre-Collier, Mozart comme Cécile, j'en passe les meilleurs, Mauriac, quand même, ça c'était bien par contre. Mais il fallait, on avait dû lire en plus du programme René Dumont. Et quand on lit René Dumont, on est stupéfait aussi par la capacité de projection que ce type avait démontré. Et pourquoi est-ce que René Dumont est un homme important? Parce qu'en fait, il est le premier candidat écologiste à une élection européenne. Il n'a pas été élection, il y en avait deux dans d'autres pays. Enfin, c'est lui qui, en 74, quand Pompidou meurt le 2 avril, se présente quelques jours après comme candidat écologiste. Et il avait un pull rouge, et puis il faut trouver ça sur YouTube, ça c'est pas incroyable. Il montre en fait à la télévision un verre d'eau à moitié rempli en disant regardez ce verre d'eau, ça c'est la ressource qui va manquer au XXIe siècle. Donc il avait raison. Et de nouveau, on n'a pas écouté ces gens parce qu'on était dans des logiques de déploiement industriel. Pensez à la France par exemple, les années Pompidou avaient été des années d'industrialisation. Et puis la crise est arrivée sur les années Giscard. Et donc les années 70 ont été une période de prise de conscience, et en même temps de grands chocs économiques, et surtout une période d'inflation. Et c'est l'inflation qui a fait réémerger les fameux penseurs classiques dont j'avais parlé du début du XIXe siècle, qui étaient les protagonistes d'une augmentation de la production. En fait, ces penseurs libéraux qu'on a appelés néolibéraux, néoclassiques, c'est pas important, ont dit, mais finalement, la période keynésienne a échoué, puisqu'elle s'est échouée dans les années 70, dans une période de chômage et d'inflation, concomitance qui était d'ailleurs impossible dans la théorie keynésienne. Dans la théorie keynésienne, c'était ou inflation ou chômage, mais pas les deux. On a d'ailleurs inventé le terme de stagflation à l'époque, stagnation plus inflation. Et donc ces penseurs libéraux ont dit, il y a une erreur de modèle. On va devoir retrouver les penseurs classiques qui sont des promoteurs de l'augmentation de la production. Et c'est en fait l'inflation des années 70 qui a disqualifié les théories keynésiennes, qui a conduit à ce que, d'abord en Angleterre et puis aux États-Unis, certains hommes politiques, femmes politiques, veulent réhabiliter la valeur du capital. Et donc on est rentré dans une logique capitaliste, néo-capitaliste. Et qui n'est pas du tout le même capitalisme que celui dans lequel on avait vécu.
Parce qu'on a bien sûr, dans les années après-guerre, vécu dans une économie capitaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le capital? Ça veut dire la propriété privée des moyens de production. Mais ça veut dire surtout la domination du capital sur les travailleurs. C'était plus ou moins équilibré, je l'ai dit, après la guerre, mais néanmoins, dans toute une série de domaines, c'est quand même le capital qui détermine le travail, tout simplement parce que le capital est plus mobile que le travail. Et donc, dans la logique américaine, il s'agissait d'aller beaucoup plus loin dans la domination du capital et de considérer que le travail devait être totalement subordonné au capital. Totalement subordonné. Et comment faire en sorte que le travail soit subordonné au capital en empêchant toute protection sociale. S'il n'y a aucune protection sociale, alors évidemment, le travailleur est comme un arbre dont on a arraché l'écorce, est vulnérable, et donc doit bouger en permanence pour trouver des lieux d'emploi et des protections sociales qui sont de manière éphémère données par les entreprises. Et donc, en fait, le néolibéralisme, ça a conduit à la déstructuration de la protection sociale, en tout cas à son atténuation dans certains pays. On se souvient de Margaret Thatcher, qui avait cassé les syndicats de mineurs, et Reagan, qui était pourtant un homme finalement plus modéré qu'on le pense, s'était inscrit dans la même logique. Mais il y a autre chose qui s'est passé, et c'est ça que vous allez comprendre le lien avec l'écologie. C'est que, et j'ai mis longtemps à comprendre, c'est qu'en fait, j'ai mis longtemps à comprendre parce que j'ai dû juxtaposer des enseignements. Au même moment, dans les bonnes universités, ULB et autres, celles où j'étais, on a commencé à enseigner la finance moderne. Alors pourquoi est-ce que la finance moderne? Parce qu'il y a une finance qui n'était pas moderne. Une vieille finance, mais une nouvelle finance. Bon. Et en gros, c'était quoi la vieille finance? La vieille finance, à partir de l'idée que le coût de production d'un bien, c'était la somme des coûts qui avaient été mis en œuvre. Donc, pour savoir combien valait un bien, il fallait regarder combien ça avait coûté en termes de salaire, de matière, de machines, que sais-je. C'est une théorie, c'est une application de la théorie comptable, finalement, telle qu'on la connaît encore maintenant. Quel genre de dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on va voir les choses. Alors, c'est un vieux débat sur la valeur d'usage et l'utilité des biens, mais ils se sont dit non, la valeur des choses va être déterminée par l'utilité future qu'on espère d'elle-même. Donc, en fait, qu'importe le coût de production de cette bouteille d'eau, c'est pas le verre ou l'eau ou les étiquettes qui sont importantes, ce qui est important, c'est l'utilité qu'on va retrouver dans le futur. Et là, on retrouve une logique protestante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une logique de constitution des coûts qui est basée sur le passé qu'on accumule, on fait faire, à la ligne du temps, une torsion de 180 degrés, et on dit, les biens valent ce qu'on espère qu'ils auront comme utilité dans le futur. Ça, c'est la finance moderne. Ah, ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire que c'est une logique de la finance où on ne partage pas ce qui est accompli, mais on anticipe ce qu'on espère qui sera. Et donc on rentre dans un capitalisme tout à fait spéculatif et d'anticipation. C'est très important de garder ça à l'esprit. Parce qu'à partir du moment où, de manière figurative, on commence à se dire que le présent est plus important que le futur, en fait on commence à aspirer les ressources du futur. Et on est dans une logique de surproduction, parce que ce qui importe, c'est le narcissisme du présent, plutôt que le partage de ce qui aurait été accompli. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est très très important de comprendre cette notion. Donc c'est le changement de rapport au temps. Ça, c'est la finance moderne. Première chose. Deuxième élément, on commence à dire qu'on est dans une économie de marché. Vous avez entendu ce mot comme moi, hein? Mais ça veut dire quoi, l'économie de marché? Quand je demande à mes étudiants, personne ne sait. Mais si, c'est simple à comprendre. C'est une économie où la valeur des biens et des humains est déterminée par la loi de l'offre et la demande. Ah bon, ok. Alors, on comprend la loi de l'offre et la demande. Il y a des producteurs, il y a des demandeurs, il y a un point de rencontre qui détermine un prix, des quantités. Mais, et ça peut se comprendre dans le marché des capitaux. Parce qu'un marché des capitaux, c'est des capitaux qui bougent, qui sont mobiles. On peut comprendre qu'il y a un prix qui est donné, ça s'appelle le taux d'intérêt ou le rendement à des capitaux qui bougent. Parler du marché de l'emploi, c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'on est en fait tous des petits mobiles qu'on peut changer en fonction de leur utilité. Et là, on se rend compte de quelle utilité? Mais de l'utilité future, puisqu'on est dans le cadre de la finance moderne. Donc, l'économie de marché est en fait un produit dérivé de la finance moderne. On ne parlait pas d'économie de marché dans les années 70. C'est dans les années 80 qu'on a introduit le concept. Market economy. Et puis on est allé plus loin, c'est qu'on a dit, mais qui nous prouve que le marché est supérieur? Quelle est la preuve scientifique
qui permet de dire que le marché, c'est mieux qu'un individu tout seul. Et là, les financiers ont inventé, ou en tout cas ont commis une théorie extraordinaire, qui s'appelle la théorie de l'efficience des marchés. Les marchés sont efficients. Ça veut dire que les marchés sont omniscients. Je la fais courte. En d'autres termes, le marché, possédant toute l'information disponible, puisqu'il est la somme de tous les humains, est tel que la somme de tous les humains est plus efficace qu'un humain pris séparément. Donc, comme on est dans une économie de marché, que tous les humains sont dans le marché, aucun humain ne sait mieux que le marché. Et on dit en finance qu'on ne peut pas battre le marché. Et c'est normal, on ne peut pas battre le marché puisqu'on contribue à quelque chose qui nous est supérieur. Ah, quand vous mettez tout ça ensemble, c'est un autre monde. Hein. Alors, ça relève de disciplines différentes, et je simplifie un peu encore que pas trop. On rentre dans un capitalisme d'anticipation fondé sur la finance moderne qui conduit à une économie de marché dont la supériorité est assurée par son postulat d'efficience. Ce jour-là, tout change. Parce que si on est d'accord qu'on est dans une économie de marché, eh bien, il n'y a plus aucune raison d'avoir une impulsion gouvernementale. Il n'y a plus de raison d'avoir des protections des salariés. Au contraire, le marché ne fonctionne bien que si tout humain, tout capital est isolé et vulnérable, c'est-à-dire est en oscillation permanente. Et comme la nature n'a rien à dire, on va utiliser la nature pour rendre encore plus mobile et plus fluide ce mouvement gigantesque de marché. C'est ça qui s'est passé. Donc on est rentré dans une logique complètement différente qui, en fait, au lieu de préserver la tempérance du partage qui avait suivi l'après-guerre, on est rentré dans une frénésie d'économie de marché extrêmement volatile qui elle-même a été agrémentée par la mondialisation. Il faut savoir qu'à partir du moment où le monde entier est globalisé, où tout le monde est en rapport avec tout le monde, ça s'appelle la dominance des chiffres et des nombres, hein, c'est-à-dire qu'on est tous en concurrence les uns avec les autres, donc ça déstructure tous les liens de solidarité. C'est exactement ce que les néolibéraux voulaient faire, c'est-à-dire déstructurer toutes les structures intermédiaires qui étaient des frictions au marché, et notamment dans le marché de l'emploi. Donc les Américains ont démantelé soigneusement tous les syndicats, ont postulé l'idée qu'il fallait démanteler les grands monopoles d'État. Pourquoi c'est un État, ça va mieux finalement qu'un marché. Bon. On voulu disqualifier tous les investissements publics, d'ailleurs on l'a fait en Belgique, on n'a plus rien investi dans le domaine public, et ce néolibéralisme voulait en fait rendre les humains fragiles, vulnérables, et donc plus apeurés, et donc plus efficaces pour leur survie personnelle. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Et ceux qui ont vécu là-bas, moi j'ai vécu, travaillé, étudié, je peux vous dire que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est la peur animale qui pousse les gens finalement à savoir qu'il n'y a jamais de point d'apaisement, il n'y a jamais de point d'équilibre, parce qu'il faut en permanence trouver son chemin d'élection divine, ou en tout cas son apaisement financier, dans un mouvement permanent. Et donc ça crée une économie en grande diminution. Et donc, c'était ça le néolibéralisme. Et bien sûr, l'écologie, les premiers écologies ont été complètement gommés, puisque ce qui importait, c'était l'effervescence, ou on va dire la luminescence de la valeur d'aujourd'hui au détriment du futur dont on espérait une certaine utilité. Et c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que l'économie de marché, telle qu'elle était conçue aux États-Unis, était totalement incompatible avec les contraintes écologiques. Parce qu'à partir du moment où ce qui importe, c'est l'exacerbation du présent à tout prix, en démantelant tout ce qui est une friction pour avoir en fait le plus grand niveau de richesse maintenant, évidemment, on épuise les humains et on épuise la nature. Et c'est tout. Et donc, c'est ça qu'est le général. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre tout ça. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ça, d'arriver à plus ou moins, et pas de manière émotive, mais de manière cérébrale, intellectuelle, à juxtaposer tous ces éléments ensemble qui convergent. Et on ne nous a pas appris tout ça. Il n'y a aucun bouquin, aucun texte, peut-être des textes de gauche, des gens qui étaient en fait des gens voilà, un peu solaires, qui avaient fait, mais ces gens n'ont pas été fortement écoutés. Et juste pour vous partager avec vous, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, je pense que l'élément le plus tragique auquel j'ai assisté et qui a été pour moi la plus grande révélation de cette juxtaposition de la fragilité de la nature et de l'humain au bénéfice de la consommation immédiate qui venant des États-Unis. Quand j'étais à Miami il y a 3, 4 ans ou 5 ans, je raconte l'histoire, j'étais dans un embouteillage, et d'habitude il n'y a pas beaucoup d'embouteillages aux États-Unis, enfin il y en avait, et donc c'était un carrefour classique américain, il y avait un Burger King, un vendeur de pneus, il y avait un vendeur de bagnoles d'occasion, des gens qui sortaient avec des bouteilles comme ça, ou des Coca-Cola, vous savez, des immenses trucs. Et il y avait un cimetière à droite, mais qui n'était pas caché par un mur, c'était juste un petit grillage comme ça. Et il y avait un enterrement. On enterrait quelqu'un. Et avec la voiture blanche, de circonstances, etc.
Et cet enterrement n'étouffait pas, ne suspendait pas les coups de klaxon au carrefour, les hurlements des uns des autres, les drapeaux des mecs qui vendaient des voitures d'occasion. Et je me suis dit, mais finalement, mais où sommes-nous, quoi? Quand le rapport à la mort est tellement écarté que finalement, c'est le Coca-Cola et le grand Coca qui comptent plus que tout, c'est qu'on a un problème. Il n'y avait pas de recueillement, il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai eu un tressaillement. Je me suis dit, mais finalement, c'est bien la preuve que ce modèle néolibéral ou néoclassique, enfin, ou américain poussé à l'extrême, est un modèle finalement qui, parce qu'il n'a pas de respect pour l'homme et sa finitude, ne peut pas avoir de respect pour la nature. Évidemment. Évidemment. Et donc cette prise de conscience m'a vraiment traversé, et c'est ça d'ailleurs qui a conduit à la réflexion qui a abouti qui a partiellement abouti dans ce livre. Et donc voilà, on est rentré en Europe dans ce contexte, on n'a finalement rien compris. On n'a pas compris que les leçons d'après-guerre étaient des leçons d'un capitalisme tempéré. On est rentré dans une agitation très très forte. On a voulu néanmoins, et heureusement, garder la protection sociale. Et c'est bien pour ça qu'on vient chose très important, parce qu'on est entre deux modèles. On est dans un modèle où on veut garder la protection sociale, mais on n'a pas la croissance économique que les Américains peuvent développer grâce à l'absence de protection sociale. Et donc on est dans une ambiguïté qui va conduire à ce que nos sociétés seront assaillies de grands questionnements, de grands déséquilibres dans tous les domaines, écologiques bien sûr, mais aussi fiscaux, sociaux, et on sent bien qu'on arrive à la fin à l'usure d'un modèle finalement. Et donc on n'a pas compris tout ça. Quand on a créé l'euro, on a d'ailleurs réadapté cette même logique néolibérale, je vous ai pas les détails. Et ce qu'on a commencé à vivre en Europe, c'est en fait un monde à l'américaine qui est un monde de crise économique, de volatilité extrêmement importante. Parce qu'on a eu beaucoup de crises économiques. Hein. On a eu en 2000-2001 une crise boursière, on en a eu une crise en 2008, qui est une crise bancaire, boursière venant des États-Unis, la crise des dettes souveraines après, puis on a eu d'autres éléments de crise. Et donc on sent bien que, bien qu'on garde un système social en Europe qui soit assez fort, on rentre dans un monde qui est devenu beaucoup plus fragile, vulnérable, fluent qu'auparavant. Et donc, se pose le problème écologique, que de nouveau ma génération a pendant très longtemps écarté, et auquel on est confronté maintenant. Et c'est finalement le seul problème qui devrait nous intéresser. Parce que quand on voit, ou bien tous ces dizaines de milliers de scientifiques sont des imbéciles complets, on s'en fout de ce qu'ils racontent, et bien on s'en fout. Hein. Ou bien on s'en fout pas, on dit qu'il y a un peu de vérité. Mais quand j'entends Jean-Pascal Beniposé, qui est avec moi à l'Académie royale, en Paris, je pense que ce sont des gens qui sont quand même plus ou moins crédibles. Et là, ça veut dire qu'on a un problème existentiel devant nous, et que tous les autres problèmes sont tout à fait superfétatoires et annexes. Alors, regardez les têtes de journaux aujourd'hui, on parle beaucoup de déficit budgétaire, de pensions, etc. C'est pas ça qui est important finalement, ce sont jamais des éléments qui relèvent du symbolique. La monnaie, l'argent, ce sont des choses qui apparaissent et disparaissent. Ce qui est important, c'est plutôt l'aspect existentiel de l'humanité. Et alors, on a finalement un choix de société qui va s'imposer. Ou bien on ne fait rien, ou pas assez, et immanquablement, on aura de la violence, ici ou ailleurs, quelle que soit son expression, sociale, migratoire, militaire, parce qu'à un moment, l'intempérance et la confrontation aux finitudes des ressources va conduire à des replis égoïstes et prédateurs. Et je crois que c'est en grande partie à ce à quoi on va assister. Peut-être pas chez nous, mais ça viendra d'ailleurs, avec des grands phénomènes d'immigration, avec des phénomènes d'expression militaire. Et on sait que finalement, quand les ressources naturelles sont insuffisantes, elles déclenchent des conflits partout. Ce sera en Inde peut-être, ce sera en Perse, ce sera dans différents pays, en Afrique aussi peut-être, ici. Ou bien, on arrive à apaiser la population dans des rapports de plus grande sobriété, mais ça va conduire à des États beaucoup plus totalitaires, dont nous chercherons peut-être nous-mêmes le caractère un peu répressif, comme étant une protection à des équilibres qu'on n'arrive pas à régler. Et ça, les émergences de ce genre de comportement, on va peut-être rappeler nos voeux, hein, ce sont des émergences populistes, finalement, qui consistent à espérer un deus ex machina, ou à quelqu'un qui va enfin mettre de l'ordre dans la société, au prix d'un plus grand égalitarisme. Mais voilà, il y a beaucoup de voies intermédiaires, et ça, c'est les deux points extrêmes que je vois. Et finalement, je suis peut-être, si j'ai un peu
un peu fataliste, peut-être trop résigné, mais je crains que chaque jour qui passe nous rende aveugles et sourds à l'imminence des chocs qu'on va vivre. À un moment, la prédation va s'imposer. J'ai peur de ça. Et vous savez, ça paraît simpliste ce que je vais vous raconter, parce que vous l'avez vécu comme moi, c'était il y a 3 ans. Et quand on a vu, pendant la période du Covid, les gens se ruaient dans les grands magasins et acheter pour des raisons que vous avez compris, vous avez des tonnes de papier WC. Honnêtement, je n'ai jamais compris. Non, ok, pas apparemment. Enfin, non, mais il faut pas rire de ça. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont voulu. Voilà, ça n'a pas conduit à des comportements ordonnés ou ordonnancés, mais plutôt à des comportements prédateurs. Et donc, le danger, il est là. C'est pour ça que j'espère de tous mes voeux que nous serons dirigés par des gens qui vont prôner l'apaisement social et écologique. C'est pas ce qu'on voit maintenant, hein. Du tout, malheureusement, parce que on a besoin de dirigeants qui, sans être dans le totalitarisme que j'esquissais, qui soient des personnes qui apportent de la paix, de l'apaisement, de la tempérance, et un projet de société. Un projet de société qui nous permet de nous y retrouver. Parce que si vous êtes ici dans les grands-parents pour le climat, c'est que vous avez vous-même la perspective d'être les donneurs de flambeaux, de bâtons aux générations qui vous suivent, hein, c'est-à-dire aux petits-enfants. Et donc, en fait, un pays devrait être géré de la même manière. C'est-à-dire qu'on devrait toujours soumettre une mission politique, en fait, au bien-être des futures générations, dans une conscience, si tant est qu'on arrive à la définir, du bien-être collectif, de l'intérêt général. C'est ça la grande idée. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai essayé d'y mettre quelques pistes de réflexion, mais je suis en fait inquiet, perturbé par le fait que, jour après jour, j'ai le sentiment que le caractère systémique des problèmes nous englobe tellement qu'on n'arrive pas à retrouver le calme de la pensée dans les cénacles où il doit s'imposer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse, dont je voulais témoigner. Et donc voilà, on vit la fin d'un cycle qui est en fait peut-être l'aboutissement non pas du néolibéralisme, mais de manière plus générale, une des phases de fin de la révolution industrielle, qui maintenant est devenue digitale, qui va être maintenant frappée par l'intelligence artificielle, donc des phases de développement extrêmement importantes, et il faut simplement espérer qu'on retrouve collectivement une certaine sérénité, une certaine paix, et certainement une certaine sobriété, parce que la sobriété, on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a des gens qui disent c'est la décroissance, pas la décroissance. En fait, moi d'abord, je pense qu'il faut la sobriété de la pensée. Il faut le calme de la pensée, il faut la réserve dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on transmet comme information. Et si tous, à un niveau individuel, on est des vecteurs d'apaisement et de réflexion positive, je pense que là, on peut créer vraiment des mouvements lents, des signaux faibles de l'histoire, qui contribuent à apaiser la population. Et finalement, ce sont ces valeurs-là qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants. Moi aussi, j'ai une fille qui a 22 ans, 23 ans dans quelques jours. Et j'essaie de lui apprendre le calme, la rigueur, l'apaisement dans la pensée, plutôt que l'agitation pour ce Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et je vous remercie de votre écoute. Nous allons passer aux questions-réponses, avec chaque fois un homme et une femme. Jusqu'à l'épuisement du stock. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réserve. Voilà, 2 questions à la fois. Un homme et une femme. Une femme, un homme. Oui. Une femme, un homme plutôt. Oui. Qui a Déjà un homme là. Une femme d'abord. J'essayais de repérer la femme, quoi. Merci pour votre exposé, Monsieur Coleman. J'avais une question à vous poser. On ne peut pas imaginer que les changements que vous prenez se passent de manière universelle d'un seul coup. Donc, comment peut-on imaginer un espace où une telle évolution serait possible, plongé dans un environnement qui reste soumis essentiellement aux lois néolibérales, et quel pourrait être dès lors l'espace géographique minimum
où pourrait s'implémenter efficacement une politique d'État stratège. Et je vais vous étonner, je pense que ça commence par deux missions, il faut qu'une femme parle. Oui, la dame, où c'est? Une dame. La dame qui a levé Ici, ici alors. Claire. Il répondait. Deux questions. Oui, moi aussi, je vous remercie très vivement pour cet exposé économique qui me dépasse par certains égards, bien que, bon, j'ai tout de même quelques petites notions. Mais j'ai bien entendu votre peur qui fait écho chez moi. Et donc, quand j'ai peur, j'essaye de trouver, de soutenir des solutions concrètes, pratiques. Et je voulais, à ce propos-là, je suis très attentive aux travaux d'Isabelle Ferreras. Et je voulais vous demander si justement sa proposition de double chambre, bicaméralisation, je ne pas correct, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire de briser au fond dans les conseils d'administration ce monopole financier qui vise à augmenter les ristournes des personnes qui y sont, des actionnaires, effectivement, d'instaurer donc en vis-à-vis une chambre qui défendrait les droits des travailleurs. Mais bon, quand on parle travailleurs, enfin moi je pense par exemple aux hôpitaux, où les droits des travailleurs, c'est aussi défendre les droits des malades. Et donc voilà, dans la recherche de solutions, je serais contente de vous entendre faire un commentaire. Tout d'abord, je répondre à la première question que je fais. Donc, quel est l'espace minimal? Je vais vous étonner. Moi, je pense que c'est l'individu qui commence. Espérer d'une instance supérieure ou intermédiaire, ou que sais-je, ce fameux Deus ex machina qui nous donne l'exemple, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut partir de la base du néolibéralisme qui veut que chacun soit un mobile, bouge. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer. C'est par nos exemples personnels, et finalement, d'une multitude d'exemples, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur social, conduit à des améliorations de comportement. Je pense que si tous nous intégrons des facteurs de sobriété, et surtout, je pense, de réflexion, de réfléchir, c'est-à-dire de ne pas être sottement agité par des émotions inutiles. Les passions sont toujours dangereuses. Hein. Il faut, eh bien, je pense que là, on peut construire par capillarité des comportements qui sont plus disciplinés, plus apaisés, apaisants. Je crois vraiment en ça. Et c'est pas se mettre en dissidence, c'est partir de ce qu'on peut contrôler. Voilà. Voilà, c'est. Je ne sais pas si je peux enchaîner là-dessus. J'ai peur qu'au niveau individuel, la personne ne soit écrasée par la machine néolibérale. Et je ne vois pas non plus la puissance de l'individu d'être État stratège, pour reprendre votre expression. Non, mais je pense que par nos réflexions, on peut changer le tableau global. Moi, je pense qu'on est chacun des micro vecteurs de changement. Et puis on peut s'engager en politique, on peut s'engager dans des débats citoyens. Vous n'êtes pas ici pour rien dans cette salle. Hein. Je pense que vous avez tous éventuellement quelque chose d'autre à faire, à commencer par faire le cours du samedi. Hein, donc, moi aussi, je dois faire. Donc, pas de manche, voilà. Et pour revenir sur votre question, madame, je connais bien Isabelle, parce qu'Isabelle était comme moi à l'académie et elle était directrice de classe d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut aller. J'ai plusieurs réflexions. D'abord, je pense que confiner le débat à simplement la gestion des entreprises entre les capitalistes et les travailleurs, c'est une bonne idée. Ça n'a pas toujours marché. Hein, il y a eu l'exemple de l'IP en 73 pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, mais il faut s'en souvenir de l'histoire. Il faut bien relire l'histoire parce qu'elle est importante. Mais je crois qu'il y a. Moi, je vois les choses différemment. Je pense qu'il y a. À deux égards. D'abord, on ne va pas changer les entreprises dans le fonctionnement. Par contre, les entreprises devraient établir une comptabilité environnementale et sociale, et aussi capitaliste. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, pas en Belgique mais en France. Et si un jour une entreprise doit établir, mais pas par effet d'annonce, hein, une vraie comptabilité sociale et environnementale, à savoir qu'elle est pénalisée
si elle détruit la connaissance ou l'employabilité de ces travailleurs et bonifie si elle fait le contraire, idem en matière de nature, on aura un cadrage beaucoup plus profond des entreprises. Deuxièmement, je pense qu'il y a un mot qui va revenir à la mode de plus en plus, c'est le mot étatisation ou nationalisation. Ça, c'est évident. Parce que je crois qu'à un moment, les entreprises vont devoir entrer dans une logique partenariale avec les États qui va conduire à ce qu'il y ait des partages de cohérence entre ce que fait une entreprise privée et ce que fait un État. Et j'ai travaillé pendant très longtemps dans le domaine bancaire. J'ai quand même co-dirigé quand même 3 banques. Et j'ai toujours été surpris par quelque chose, c'est que après la crise de 2008, qui a quand même conduit à ce que les États doivent sauver les banques, comme on le voit en Suisse maintenant, aux États-Unis, les États ne soient pas plus présents dans la gestion bancaire. On aurait pu imaginer des commissaires du gouvernement, on aurait pu imaginer d'autres choses, ça ne s'est pas passé. Alors que les banques, en fait, créent un bien public qui s'appelle la monnaie, parce que chaque fois du contraire, si une monnaie n'a pas cours légal, la banque n'est pas capable de le créer. Donc voilà, ça m'a toujours un peu interpellé, et je pense qu'il y aura un cadrage, un alignement forcé, beaucoup plus fort des entreprises et des États. Prenez le cas de la Belgique, hein. Si on avait eu des gens un tout petit peu plus intelligents dans les années 80, qui avaient compris que, par exemple, garder un contrôle, ne fût-ce que partiel, étatique sur l'énergie, on n'en serait pas arrivé à ce qu'on en est maintenant. Donc, et ça, c'est les dérives de gens qui disaient, mais non, le marché, c'est mieux. L'européanisation, c'est mieux. Mais non, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est ce que Verhofstadt beuglait du matin au soir. Cet homme n'avait juste rien compris. D'ailleurs, maintenant, il est devenu plus gauchiste que gauchiste. Enfin, pour lui, les révélations tardives, Michel. Oui, ben moi j'ai d'abord une petite réflexion, c'est que nous sommes déjà... J'ai très mauvais outil, parle plus que ça. Ah oui, Je ne vais pas me le je demande, mais non, c'est que ça va toujours. Voilà. Ben, vous parlez de prédateurs, nous sommes des prédateurs. Et nous sommes des prédateurs imbéciles, puisque aucune espèce vivante ne supprime ce qui la fait vivre. Donc c'est ce que nous sommes occupés à faire. Donc notre intelligence n'est quand même pas très remarquable. Il y a une théorie là-dessus assez simple, c'est parce qu'on est plus grand. Oui. En fait, on n'a que quelques espèces animales qui sont plus grandes que nous, comme les girafes, les éléphants, etc. Non, c'est la Académie royale qui a fait un jour un exposé là-dessus, c'est assez fascinant. Donc on tue tout ce qui nous dépasse. C'est vrai que je lisais déjà René Dumont au début des années 70, et que mon histoire personnelle a vu vraiment l'évolution, mais nous sommes devenus des esclaves consentants. Et contrairement à ce que nos membres l'ont dit, douter de l'action individuelle, ça ne va pas. Pensez à Rosa Parks. Rosa Parks, elle s'est simplement assise sur une chaise, sur un siège, dans un bus qui lui était interdit. Et donc ce sont toujours des individus qui, à un moment, ont le courage, non pas qu'on vienne couper leurs chaînes ou enlever les cadenas, mais ils cassent leurs chaînes. Ils sont plusieurs. François Jomène, qui est un auteur écologique. Ma question est justement, puisque en tant que grand-mère, ce qui m'interpelle, c'est qu'enseigne-t-on maintenant aux jeunes économistes, à ceux qui vont modeler l'économie de demain, d'après-demain. Okay. Et la deuxième question? Un homme. Monsieur Thierry. Voilà, monsieur le professeur, merci beaucoup pour cet exposé. Mais j'étais un peu sur ma faim quand j'ai lu votre livre à propos de l'État stratège. Vous savez, vous avez travaillé dans un autre univers que bien d'entre nous. Hein. Et nous sommes très nombreux ici à avoir contesté ce système néolibéral par de la pratique économique. Par exemple, plus de 1 250 000 personnes en Europe ont pris des parts dans des coopératives. Des coopératives pour produire de l'énergie. Aussi pour la vendre, aussi avec le Cossiter, etc. Et il me semble que quand vous parlez de l'État stratège, on devrait peut-être réfléchir comment non pas nationaliser le secteur, mais les rendre plus démocratiques. Dans une coopérative, vous le savez, on ne peut pas débourser plus de 6% de dividendes. Et bien souvent, c'est 3%, parce que les coopérateurs font attention au développement de la coopérative.
Parce que ce qui nous a tués avec ce néolibéralisme, c'est évidemment ce système financier qui vient chaque fois déstabiliser nos tissus de PME. Pratiquement dans tous les secteurs, quand vous prenez l'agroalimentaire, sauf la grande distribution qui est en oligopole, quand on prend le secteur du bâtiment, etc., ce sont toutes des petites entreprises. Et chaque fois qu'il y a une fluctuation de marché, qui n'est pas toujours due qui est parfois due à la spéculation sur les matières premières, etc., ça vient déstabiliser notre système économique. Maintenant, vous avez parlé tantôt que nous étions en panne de croissance. Nous pouvons relancer la croissance, une autre croissance. Nous pouvons très bien rendre une région comme la nôtre, en 15 ans, complètement autonome sur le plan énergétique. On quitte les combustibles fossiles. Mais pour ça, il faut isoler tous les bâtiments. On l'a déjà fait entre 45 et 48, et vous faites allusion à ça dans votre livre, c'est que là, nous étions dans une économie d'après-guerre, et bien nous avons fait la guerre à la planète, nous devons enclencher un énorme programme de transformation de notre société. Changer la production, mais aussi la consommation, et la rendre accessible. Et je terminerai en disant ceci. Bien souvent, les dirigeants aujourd'hui nous disent on va faire une transition technologique. Par exemple, on va avoir de l'hydrogène. Et les gens vont payer comment l'hydrogène? Si on a un ménage sur 5 qui est en précarité énergétique, avant l'inflation, etc. Donc je crois qu'on doit à la fois travailler sur la demande et sur l'offre, mais là je vous laisse. Mais vous avez raison, je crois que tout ce que vous dites est d'une grande profondeur, et je vais vous dire que le problème des économistes, c'est qu'on a trusté le débat public, et maintenant il est temps que d'autres arrivent, parce que quand vous regardez les économistes, qui les paye, qui les a payés, qui les a nourris, ce sont des banques, ce sont tous ceux qu'on voit, on m'interviewe souvent, maintenant je suis libre de parole, mais j'étais dans le secteur bancaire pendant très longtemps, donc avec une pensée qui était pas volontairement cadenassée, mais qui était autocensurée de manière plus ou moins ambigueuse. Et donc vous avez tout à fait raison. Je me suis rendu compte avec un peu d'effroi, même beaucoup d'effroi, que en fait l'économie est manipulée par des types qui sont sur une tête d'épingle, et qu'on n'a pas du tout conscience de tout ce qui se passe, et qu'on a tendance à écarter, à centrifuger les gens qui pensent différemment. Et pour répondre à votre question, la pied en scène économie, ça change quand même beaucoup. Je pense que ma génération étant et moi je vais arrêter de donner cours à l'université dans un an, ça suffit, j'ai assez donné cours, j'ai assez fait, et que d'autres jeunes qui ont d'autres pensées émergent, et ils émergent, c'est très bien comme ça. C'est Bernanos qui disait, je suis souvent cette phrase, c'est moi, il disait, tous les 20 ans, la jeunesse du monde pose à ses vieillards une question à laquelle ils n'ont pas de réponse. Voilà, il est temps qu'à un moment, que la jeunesse donne ses réponses à elle-même et qu'on écarte vraiment, je pense. Il faut qu'on fasse autre chose. Et c'est pour ça que ma génération, puisque vous parlez de génération d'économistes, doit maintenant s'offrir à la construction de la pensée, pas de manière oppressante, mais de manière vulnérable. Et contribuer, voilà, par la nuance, par les écrits, par la parole, par la plus grande honnêteté intellectuelle au débat. Voilà. Mais vous savez, j'étais frappé, parce qu'hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y avait une carte blanche qui avait été signée par 50 économistes de gens très respectables, et puis un journaliste qui m'appelle en disant « mais tiens, on ne peut pas demander de le signer ». J'ai dit « non, je ne vais pas demander de le passer, on ne va pas demander de le signer, de toute façon je ne vais pas ». Et donc, c'était quoi l'idée de cette carte économique qui sort la veille d'un congrès budgétaire, c'est quand même pas anodin, mais 50 types, clairement en France, francophone, qui dit en fait, la Belgique est en faillite. Donc, dans 5 à 10 ans, on va être en faillite, etc. Je dis, mais alors, je lis cette carte blanche, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et c'est tous des économistes de droite. On ne va pas lever les impôts. Mais non, ça c'est désagréable, il y a déjà trop d'impôts en Belgique. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas être en faillite? Baisser les dépenses. Mais quelles dépenses? Les dépenses sociales. Et donc voilà, ça c'est ce que j'appelle la pensée dominante, c'est-à-dire c'est des gens qui disent quelque chose mais qui ne vont pas vouloir penser. Et c'est ça à quoi il faut s'astreindre maintenant, en tout cas ma génération doit s'astreindre à ça. C'est aller au bout de la pensée, et voilà, arriver à un cul-de-sac ou au contraire quelque chose de positif. Mais donc voilà, une nouvelle génération arrive, tant mieux. Marty ? Pour qu'elle puisse parler. Myriam. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. J'ai 2 questions. En fait, la première, c'est vous avez évoqué le fait que nous entrons dans une nouvelle phase du capitalisme qui est l'économie digitale. Quelle est votre analyse là-dessus? Enfin, je pense qu'on sous-estime considérablement les transformations de ces 30 dernières années. Et ma deuxième question, c'est quel est l'impact de tout le travail que vous avez fait, des cartes blanches, de vos publications, sur les milieux de droite, justement, sur les penseurs de droite. Et voilà, nous approchons d'une période électorale. Est-ce que vous voyez une fenêtre, par exemple, pour que nous, citoyens, nous arrivions à interroger les différents partis politiques, démocratiques,
pour leur dire, écoutez, nous exigeons que vous fassiez entre vous un pacte minimal sur l'écologie, sur les problèmes écologiques. Toute une série de revendications, de mesures structurelles, en dessous desquelles vous vous engagez à ne pas les faire. Sinon, vous allez vous faire la concurrence et nous offrir les voies les plus populistes, etc. Enfin voilà. Oui. Merci Myriam. Alors il y a là-bas, là-bas au fond. La porte d'entrée. Ah non. Ça va bien d'être Vous pouvez vous éteindre. Ah oui. La question, moi je veux dire, il y a des choses à dire importantes. Ensuite, disons du point de vue positif, je vous invite à écouter la RTBF ce soir à 21h20, 20h25, parce qu'on entend David Reinbook dans des propositions en relation avec la problématique climatique. Donc voilà, au niveau démocratique. On ne veut pas dire ce qu'il a dit. Je suis arrivé d'ailleurs par ailleurs à un chiffre hallucinant que le coût de consommation d'une voiture électrique, ce serait 2000 € par mois. Donc en moyenne, quoi. Donc voilà, donc d'électricité. Voilà. Sinon, je pense deux choses qu'il faudrait penser. Donc moi, je vois qu'on est dans une société totalitaire, à moins qu'il y ait un mouvement qui aille en sens inverse des citoyens, quoi. Donc pour l'autonomie, avec d'un respect social et écologique. Et je voudrais savoir aussi ce que vous pensez des thèses sur les communs. Je crois qu'on va passer à une économie basée sur les communs et la gratuité. La gratuité, c'est l'idée de Paul Ariès, donc arriver en sorte que les funérailles, ça ne coûte plus rien. Disons aussi, les communs, je veux dire, l'idée, c'est les réseaux d'irrigation. Et donc aussi à d'autres niveaux, comme par exemple, je trouve pas normal en tant que propriétaire que je dois payer pour le PEB, que les gens ont des assurances obligatoires qui doivent payer. Je trouve que tout ça devrait être gratuit. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. J'ai la comprendre. Mais d'abord, l'économie digitale. Deux questions. L'économie digitale, la digitalisation n'est jamais qu'une des modalités de l'économie de services. Ce qui va vraiment changer par contre des choses, c'est l'intelligence artificielle. Là, il y a deux attitudes. Il y a les gens qui en rigolent et qui disent oui mais non, oui mais non, oui mais non. Puis il y a ceux qui ont compris le bouleversement, et moi je vous dis qu'il va être titanesque. Ça peut vraiment faire s'écrouler des pans entiers de compétences. Tous les métiers d'expérience, tous les métiers de mémorisation, les métiers d'écriture, voire les métiers artistiques vont profondément bouleversés. D'ailleurs, je m'interroge vraiment sur le fait de savoir quel sera le rôle d'un professeur, par exemple. La première chose à faire, si j'étais moi un recteur d'université, c'est de former de manière obligatoire tous les profs à l'utilisation non pas d'une, mais de toutes les intelligences artificielles, de remettre les profs dans les classes, pour qu'ils apprennent à savoir comment eux-mêmes peuvent s'en servir de manière positive, et donner après les mêmes cours, en même temps les mêmes cours aux étudiants. Ça, c'est vraiment important, mais bon, il n'y a rien que tout ça qui se passe. Tous les gens croient toujours qu'ils vont échapper au début, que la vague va tomber derrière eux. Et ça, c'est une grosse erreur. On a vraiment un truc massif devant. Massif. Et ça ne veut pas dire qu'on sera dans une économie dictatoriale, parce qu'il y aura une course à l'échalote des intelligences artificielles, mais ça voudra dire qu'on va devoir trouver des valeurs, notamment au travail, qui seront peut-être différentes. Donc, ça va vraiment être une grosse perturbation. Ça, c'est une fois tous les 30 ans, ce genre de choses. Et alors, quel impact sur le milieu de droite? J'en sais rien du tout. Et je m'en fous complètement. Parce que j'en sais rien, en fait, je m'en fous. Je ne sais pas ce que ces gens pensent, je n'ai pas de... Tout ce que... Moi, comment vous dire? Je parle de l'idée que quand on écrit un livre, quand on écrit des tribunes, des choses comme ça, on lance des bouteilles à la mer. Je pense qu'il y a plus de bouteilles qui sont fracassées sur les rochers que de bouteilles qui ont traversé les flots. Mais c'est un devoir, je trouve, si tant est qu'on ait quelques prédispositions pour le faire, de contribuer au débat public. Ça, pour moi, c'est un devoir moral. Maintenant, ce que ça donne, on verra bien. Mais voilà, je peux vous dire que ça, finalement. C'est pour ça que l'écriture, pour ceux qui ont écrit, c'est une démarche
qui fragilise énormément un auteur, parce qu'on est seul quand on écrit, on est seul face à soi-même, on est seul face aux autres, on ne sait pas qui nous lit, ce qu'on en pense. C'est très réconfortant d'avoir des personnes ici qui m'ont demandé de dédicacer des livres qu'ils possèdent, mais c'est une démarche de grande solitude. Hein. Voilà, on n'est pas porté par quelque chose. Et je vois bien, ça m'a frappé à l'Académie royale, il y a quand même les grands cerveaux du pays, enfin tous les francophones, mais c'est dit que les anglophones aussi, ce sont des gens qui sont souvent extrêmement seuls, ils n'ont pas créé d'école, ils n'ont pas créé d'école de pensée, ils n'ont pas un tirant d'eau derrière eux, ils sont des gens qui sont des individualités, qui ont poursuivi des recherches de manière très solitaire. C'est pour ça qu'on crée des académies, hein, pour qu'ils se retrouvent plus ou moins entre pairs d'ailleurs. Et alors les communs, monsieur, vous avez raison, les communs, c'est une notion, c'est très important les communs. D'ailleurs, Gaël Giraud en parle beaucoup. Et j'avoue, je ne sais pas très bien comment bien intégrer ça dans le concret de la réflexion économique, mais c'est quelque chose que je vais étudier plus en détail dans le prochain mois. Michel Borel, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Je sais aussi, j'ai entendu son nom. Mais, ouais. C'est vraiment... C'est en partie sortir de la propriété privée aussi. Hein. Ça rappelle les inconjures anglaises, hein, qui ont commencé à baliser la propriété privée en Angleterre jusqu'au pendu de Londres, qui étaient des pauvres types qui avaient cherché une pomme de pain dans un champ privé, qu'on pensait jusqu'à vraiment le corps tombe à la Tamise. Voilà. Ah, il y a Bernard après. Parce que j'ai vu Bernard, oui. Bonjour et merci beaucoup pour votre résumé de l'histoire économique qui était fort intéressant. Moi j'ai une question qui me chipote beaucoup. Dans votre exposé, vous n'avez pas parlé de la croissance des inégalités. Or, ça me semble une chose tout à fait essentielle. Dans la croissance des inégalités, on n'a jamais vécu dans un monde aussi inégalitaire. Quand on voit encore les profits faits par certaines familles, on le sait qu'à en France, c'est absolument étonnant. Et donc, il y a deux inégalités fondamentales, je trouve, qu'il faudrait aborder pour avoir une solution écologique, parce que c'est un problème mondial. C'est à la fois les inégalités. Vous avez dit, l'écologie, c'est la priorité, mais vous connaissez la phrase célèbre, fin du monde, fin du mois. Et maintenant, je vois en France des gens qui se battent pour le système des pensions. Je dis, mais je n'ai jamais vu un tel mouvement de gens qui se battent comme ça pour le climat. Et j'aimerais qu'il y ait le même genre de mobilisation. Donc, je pense comment réconcilier les difficultés sociales d'une grande majorité de la population et le combat écologique. Je veux dire, c'est plus difficile d'aller parler d'écologie dans les milieux populaires, je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet. Et deuxièmement aussi, c'est toute la question des pays du Sud, je veux dire, qui sont victimes de notre révolution industrielle, qui n'ont pas leur mot à dire et à qui on peut quand même difficilement aller prêcher la sobriété. Et donc c'est un autre équilibre. Et ça, je pense qu'individuellement, on peut essayer, mais c'est quand même surtout aux États, via des politiques fiscales et des changements de comportement qui sont absolument essentiels. Je ne sais pas comment vous intégrez ça dans votre réflexion. Paul, il y a Bernard, soit sur ta gauche. Merci beaucoup pour ce superbe exposé, cher Benoît. Que faut-il penser malgré tout d'un certain nombre d'efforts qui sont occupés à se réaliser, par lequel le capitalisme essaye quand même de se civiliser un peu plus, sur deux axes essentiels. Responsabiliser l'investissement à travers tous les critères ESG, qui à un certain moment pourraient être rendus beaucoup plus obligatoires qu'ils ne le sont, avec aussi d'énormes plateformes comme BlackRock, qui essayent d'introduire cela même dans la mentalité américaine. Deuxièmement, comment responsabiliser les consommateurs. Je peux contredire, BlackRock a dit qu'il ne s'occuperait plus de l'ESG, donc ils ont changé d'avis entre-temps. Ouais. Ils ont quand même essayé. Ouais, toi aussi. Et alors responsabiliser le consommateur, que ce soit à travers l'idée, par exemple, du budget carbone défendu notamment par les engagés, étant évidemment à combiner avec des mesures pour assurer que ça n'entraîne pas de pires inégalités. Et enfin, last but not least, un peu la théorie sociale des minorités agissantes. S'il est peu probable qu'aucun parti écologiste, enfin, peut-être pas en Belgique, je ne sais pas ailleurs, arrive comme puissance dominante, ne faut-il pas reconnaître que devant l'incapacité des majorités à prendre les mesures nécessaires, les idées poussées par des minorités peuvent finalement être votées par des partis autres que ceux qui les ont proposées. Merci.
Eh bien, je vais d'abord répondre, si tu permets, merci de votre question, madame, et de votre question, Bernard. Il y a une minorité agissante, j'y pensais, François Gemène, qui est un prof de biologie, qui lit pas mal, il n'est pas validé. Oui, je fais un interview avec lui en fin d'année, c'est un peu c'est ça qu'il dit, en fait. L'écologie n'est pas consensus. Voilà, il dit simplement qu'il faut être en sédition à certains égards. Dépasser l'indignation. Je pense qu'il a raison. C'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure, je répondais de l'aspect microéconomique. C'est dans cet esprit-là que je pensais. Je suis d'accord, mais c'est pas ça qui va faire des politiques d'industrialisation et d'étatisation. Les petites rivières font les grands ruisseaux. La responsabilité des consommateurs, oui, bien sûr, un jour ça arrivera, je pense qu'on sera tous... et je crois même à un moment qu'on va pénaliser les biens qui auront un bilan global environnemental très mauvais. C'est certain, ça. Il y aura une mesure de tout ça. On va avoir des discriminations de plus en plus importantes sur ce sujet, tant mieux. Le ESG est en train de se développer. Je n'ai pas encore une conviction absolue que les entreprises soient vraiment très imprégnées. Rappelez ce que c'est ESG. C'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est environnement, social et gouvernance, ESG. Mais c'est en fait le fait de considérer que l'entreprise n'est pas dans une logique friedmanienne. Milton Friedman avait dit le business of business to make business, c'est une logique purement financière, mais que l'entreprise a des interactions avec la nature, les hommes, enfin plein de choses, les responsabilités gouvernementales. Ça se développe, moi, plus lentement pour la France. Et alors, madame, en fait, dans le livre, je parle beaucoup des inégalités sociales, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que, heureusement, en Belgique, par exemple, on a des systèmes de redistribution qui sont plutôt efficaces. Parce qu'on peut mesurer l'inégalité sociale avec ce qu'on appelle les courbes de Gini. C'est un statisticien italien qui montre en fait quel est le degré d'inégalité des sociétés. Je pense que plus c'est grand, plus c'est inégalitaire. Ils sont à 41 aux États-Unis, on est à 32, 33. Donc l'État joue un rôle redistributeur. Et néanmoins, il y a au niveau mondial un problème qui se pose, c'est le problème, et finalement c'est ça qui crée les inégalités sociales, du partage des gains de productivité. Comment est-ce qu'on les partage? Chez nous, c'était plus ou moins bien partagé, et aux États-Unis, ce qu'on a vu, mais c'est assez incroyable, c'est que la courbe des salaires a chuté par rapport à la courbe de productivité à partir de 93-94. Donc quasiment il y a 30 ans maintenant. Et donc, en fait, le travailleur n'a pas été rémunéré pour son apport de productivité supplémentaire. Donc, en fait, la remarque, c'est assez raison. Hein, il faut... Même dans je parle de sa théorie du capital, mais il fait raison quand même dans pas mal d'autres choses. Et tout le monde a raison et a tort dans ce débat. Parce que le capitaliste te dit, mais est-ce que toi, travailleur, tu es plus intelligent que ton père? Non. Tu es plus fort? Oui, mais oui, parce que tu as un exosquelette. Mais est-ce que tu es plus produit? Mais oui. C'est moi qui paye ton smartphone, c'est moi qui paye ton ordinateur, c'est moi qui paye ton laptop. Donc le capitaliste va dire, tu n'es pas naturellement plus productif, c'est moi qui t'ai rendu plus productif. Donc c'est moi qui vais prendre tes gains de productivité, puisque toi, tu en es réduit à être pas plus intelligent ou fort que ton père. Et le travailleur va dire, oui, mais attendez, si on suit le même raisonnement, c'est la fameuse loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, il n'y aura pas assez de demande pour ce qu'on produit. Et donc, mais globalement, la part des revenus du capital dans le PIB a grandi par rapport au détriment de la part des revenus du travail. Donc, évidemment, il y a un problème. Problème, alors on peut tout expliquer par des chiffres, des machins comme ça, il faut juste demander à une caissière de fin de carrière combien elle gagne. Eh bien, c'est 1 600 € net, avec une pension dérisoire. Et donc, ces femmes, enfin, moi je parle avec elles, parce que je pense que les meilleures économistes du monde sont les taximens et les dames qui sont à la caisse. Et en plus, on prend le travail. Dans le petit carrefour où j'habite à Bruxelles, je crois qu'il y avait 6 caisses, mais il n'y en a plus que 2. Et il y a 12 caisses automatiques. Donc c'est d'abord, elle voit qu'on leur prend le travail, puisqu'elle voit que le client fait plus rapidement et mieux qu'elle, et ce qu'ils sont obligés de faire. Eh bien, ces femmes sont sous-payées, alors qu'elles transportent des tonnes et des tonnes et des tonnes d'objets, des patates, des trucs au scanner tout le temps. C'est quand même elles qui feront le scanning. Hein. Et des emplois ubérisés. Complètement. Mais de toute façon, il faut être très clair là-dessus. L'intelligence artificielle va continuer à capturer les gains de productivité au détriment de ceux qui font leur dernier bout de chaîne, c'est-à-dire le taximène, la femme, l'infirmière à domicile, tous ces gens, la fin de chaîne, c'est-à-dire la caissière, et ça c'est très très grave.
Donc en fait, ce qu'on va revaloriser, ce sont ces salaires-là. Et vous allez voir que la même chose va se passer dans l'enseignement. On va dire un enseignant, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu apprends, puisqu'on peut tout trouver sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, moi, j'aurais pu écrire un livre avec le chat GPT-3. Quand j'ai vu le niveau de détail historique dans lequel cette problématique était élaborée, je me dis, mais c'est saisissant, quoi. Moi, ça m'a mis des heures pour trouver cette problématique au Moyen-Âge de l'inflation, machin. Donc je vais directement. On va dire au prof, mais à quoi tu sers, toi? On va payer comme rien du tout. Donc c'est des grands changements. Et donc il y aura un problème, un manque de redistribution des richesses qui va se poser. C'est beaucoup de problèmes en même temps. Je vais encore prendre 2 questions parce que je suis en train de perdre la voix. Voilà. Madame, j'ai 2 dames. Il fallait un homme, je l'ai trouvé un, c'est bon. Il faut d'abord un talent, il faut d'abord un talent et demander à madame. Parce que je vois que madame qui. Ah oui, voilà. Madame? Oui. Vous. Oui. Oui, ma question n'est peut-être pas essentielle parce qu'elle est très loin de ce dont on parle. Moi, je lis beaucoup de livres sur les ressources ou la limite des ressources naturelles de notre planète et où les pics, que ce soit de pétrole, de gaz ou autre, que lithium, cobalt, etc., commencent à franchement être dépassés. Et donc, la possibilité de construire un avenir qui soit digital, électronique, basé sur les voitures électriques, enfin l'électricité, etc., je n'y crois pas. Et dans certains livres, alors bien sûr, je ne lis pas, je ne vous lis pas. Je lis des livres plus précis comme le dernier de Fred Vargas, qui parle de l'agriculture par les chevaux de trait. Mais pas dans 30 ans, elle part dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et le temps de les élever, il faudra... Bon. Donc il y aura des gaps immenses avant Chapetti ou je ne sais tout quoi, avant qu'on se retourne, avant que les gens comprennent ce qui se passe. Et donc on va les forcer, mais bon, j'ai en même temps regardé sur Arte la ligne de production de la viande, enfin de la graine à la viande, qui est aux mains de 4 sociétés, enfin 4 propriétaires, et qui gèrent tout. Je vois mal comment tout ça va pouvoir s'écrouler, même si, bon, je vis l'écologie de manière totalement excessive, enfin, au quotidien, et que ça change strictement rien, sauf de faire engueuler par les copains. Mais je ne trouve aucune réponse dans votre réflexion, qui me semble pas être une conversation de salon où on dit ok, on va changer les paradigmes, on va changer les systèmes de l'écologie, l'économie. On n'a plus le temps. Enfin, pour moi, je pense qu'on n'a plus le temps. Je me permets d'être un peu dissonant, mais lisez mon livre d'abord. Parce que je n'accepte pas ce genre d'infos, conversation de salon. D'abord, si j'avais voulu faire dans un salon, j'aurais fait autre chose que d'écrire en tout cas, pour commencer. Et surtout, je ne voudrais pas brûler le bateau, comme Cortés, sur les finances, c'est pas vrai. Et au contraire, moi chacun a sa façon d'aborder les choses, il n'a pas une peu respectable que les autres. Moi, je n'ai pas envie de rentrer non plus dans la bohème, parce que je ne suis pas un type comme ça, je suis plutôt un type qui fait de l'économie, et je parle d'économie. Et chacun doit, voilà, les réflexions se conjuguent, se rencontrent, s'entrechoquent, ça c'est pas important, mais il n'y a pas, non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Chacun a sa façon d'aborder les choses, et la gamine est plutôt... oui, en termes de flux monétaires et flux économiques. Je n'ai pas la prétention de parler des 4 sociétés qui font l'avion, je ne connais pas le problème. Par contre, je connais bien le problème de l'économie. Voilà. Les réflexions se complètent plutôt qu'elles s'autre-chose. Alors, face à, non pas à la transition économique ou écologique, mais à la mutation qui nous attend. L'État stratège va devoir investir dans des infrastructures, va devoir investir pour accompagner tous les gens qui vont perdre leur boulot, pour les soutenir et les former, va devoir investir pour aider à l'isolation du bâtiment. Il va donc falloir une réforme d'argent là où il faut, là-haut, pour en remettre un peu en bas. Comment on peut arriver à ça? C'est extrêmement simple. Je ne vais pas commettre des propos gauchisants, mais quand on doit trouver 50 milliards de francs suisses pour sauver une banque pendant des États, on le trouve. Quand on a sauvé le système en 2008, on le trouve. Mais où est-ce qu'on trouve cet argent? D'où est-ce qu'il vient cet argent? Eh bien, ça s'appelle la création monétaire. Voilà. Et la création monétaire a comme singularité, c'est de pouvoir créer de l'argent garanti par des dettes publiques, d'accord,
Le seul risque, c'est d'avoir un peu d'inflation. Bon, et la plupart des pays l'ont fait pourtant. Et d'autre part, certains pays sont gorgés d'épargne. Moi, je crois par exemple qu'un jour, la Belgique par exemple, soyons bon compte, je crois qu'un jour, on peut très bien imaginer que, puisqu'on a 300 milliards sur les comptes à vue, je parle uniquement des particuliers, pas des sociétés, et on pourrait très bien imaginer d'avoir deux types de comptes, un compte urbain et un compte vert, qui sont peut-être légèrement plus rémunérés, mais dont on soit sûr que l'affectation soit la contrepartie d'emprunts qui ont été faits pour certains buts écologiques. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent. Beaucoup. C'est parce qu'on raisonne à isopérimètre. Mais de toute façon, on raisonne à isopérimètre. Mais à un moment, moi je suis certain que l'épargne populaire va être de manière plus ou moins autoritaire mobilisée pour la transition climatique, c'est certain. Mais oui, évidemment. D'ailleurs, Christine Lagarde, je vais être foudroyé par son intelligence, mais a signé une lettre ouverte, avec Charles Michel et Gustave von der Leyen en disant qu'il faudrait mobiliser l'épargne pour la transition climatique. Et quand le président de Banque centrale, qui est censé être indépendant, donc se taire, dit qu'on doit mobiliser l'épargne, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment, notre épargne ne va pas être rémunérée, mais elle va être affectée de manière prioritaire au travers des bilans bancaires, on ne le verra pas d'ailleurs, dans certains buts de ce type-là. Voilà, ça je suis sûr. Et d'ailleurs, le danger est tellement existentiel qu'on doit le faire. Encore une question? Je ne peux pas voir. Alors une question, la dernière, mais après, si vous avez encore des questions, ceux qui sont restés avec leurs questions, vous pouvez les rentrer par écrit, on ne les oubliera pas, le conseil d'administration les prendra en charge, et on verra comment on va les traiter. Donc n'hésitez pas à faire un petit écrit. Voilà. La dernière, c'est Michel qui a décidé. Ça va tout au fond, là. Les derniers sont les... Oui, mon intention n'est évidemment pas de relativiser l'importance de la réflexion et de l'intelligence. Je vous remercie de ce que vous avez apporté au débat. Et je crois que le rôle de l'organisation ici, c'est d'encourager et de développer ce débat. Je crois aussi, son rôle, pour moi en tout cas essentiel, c'est d'amorcer une action au-delà du débat. Oui. Tout simple. Je voudrais qu'on réfléchisse au niveau du comité d'organisation. Je voudrais qu'on réfléchisse aux origines. Évidemment, si tout le monde ici est de Bruxelles, tout le monde est venu en métro ou en train. Mais je voudrais savoir combien de gens ici sont venus en vélo, par exemple. Et qu'est-ce que l'organisation ici a fait? Qu'est-ce que... à la présidente. Donc c'était pas, à vrai dire, c'était pas tout à fait une question, donc je passe le micro à Thérèse pour rassembler nos remerciements. Voilà, merci monsieur pour votre dernière question. Donc effectivement, au programme de cette année-ci, nous avons normalement une conférence qui nous est promise par monsieur Craé, Jacques Craé, l'ancien président de l'Union wallonne des entreprises, et en débat avec Isabelle Ferreira, dont nous avons parlé. Donc nous avons là une deuxième occasion cette année, qui sera en automne, ils nous l'ont promis pour l'automne, qui sera une deuxième occasion de faire ce questionnement fondamental sur les changements du système socio-économique voilà, auquel nous devons participer, que nous devons soutenir. Voilà, et sinon j'en profite pour terminer en remerciant vraiment beaucoup monsieur Coleman. J'espère que vous ne serez pas totalement à faune ce soir. Désolée. Et vous remercier tous pour la vigueur, l'intensité. Moi je sentais une très forte intensité dans ce débat. Donc c'est clair qu'on va dans notre mouvement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les causes profondes systémiques et sur l'action que nous pouvons avoir collectivement, parce qu'on est d'accord sur l'action individuelle, mais on défend aussi l'action collective, parce que voilà, c'est bon d'être ensemble, parce que sinon on ne veut pas, on risque d'être trop isolé. Donc on est ensemble ici pour faire bouger les choses, et à tous les niveaux en fait. Et donc maintenant la journée continue. Il y a un lunch pour qui est à la cafétéria, ici au-dessus.
Il y a dès 13h, nous allons commencer l'Assemblée Générale Statutaire. Alors, s'il vous plaît, restez. Je sais que parfois c'est moins amusant, mais il y aura une partie un petit peu protocolaire habituelle, puisqu'on doit faire les votes nécessaires à une ASBL chaque année. Mais après, on va vraiment prendre de longues heures pour débattre justement de nos programmes de 2023, de tout ce que nous voulons et rêvons de faire, du plus concret au plus global, du local au global. Donc, merci en tout cas. Oui, on va sans doute travailler en petits groupes aussi. Donc, vous êtes invités à rester le plus longtemps possible, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent partir. Donc, au revoir à ceux-là et revenez souvent nous participer à nos activités. Vous serez évidemment continuer à être informés. Merci beaucoup encore, M. Coleman.